Barrage en Guadeloupe et en Martinique, opposition au vaccin ou au pass sanitaire. Et avant cela, gilets jaunes qui envahissent les ronds-points. On s'intéresse ce soir dans notre débat en partenariat avec le 1 Hebdo à ces Français qui disent non. C'est la une du magazine cette semaine et j'accueille pour en parler deux contributrices à ce numéro. Gisèle Pineau, bonsoir. Vous êtes écrivain originaire de Guadeloupe où vous avez notamment exercé le métier d'infirmière en psychiatrie et d'où vous nous parlez ce soir. Et Céline Braconnier, bonsoir. Vous êtes politiste, professeure en sciences politiques et notamment vous avez écrit et publié avec Jean-Yves Dormaguen, La démocratie de l'abstention. Et on va parler évidemment d'abstention dans cette émission. Je réaccueille notre observateur citoyen Sofiane Bouabache qui était précédemment avec nous. Vous êtes étudiant en sciences politiques à Nanterre. Et comme chaque vendredi, bien sûr, Julien Bisson est également sur le plateau de France Info, rédacteur en chef du 1 Hebdo. Bonsoir Julien. Bonsoir Marion. La question rituelle, pourquoi ce choix de une, ces Français qui disent non ? Eh bien, tout d'abord parce que la liste des refus exprimés par différentes parties de la population ne cesse de s'allonger. Alors, ils sont bien sûr de nature différente. Ce n'est pas tout à fait la même chose de manifester contre le pass sanitaire ou contre la misère sociale. Pas la même chose de déserter les isoloirs ou les petits boulots mal payés. Mais ces refus divers témoignent tous d'une forme d'exaspération nationale, d'une fronde à bas bruit qui se répand au sein de la population en se nourrissant de la défiance envers les élites. Alors, dans ce numéro du 1, nous avons essayé de mieux cerner leur mot d'ordre, leur motivation de cette France qui dit non, pour en saisir aussi la meilleure façon de répondre aux attentes que cette France peut exprimer. Et c'est ça qu'on va voir avec nos invités dans cette émission. Et ma première question sera pour notre observateur citoyen Sofiane Bouabache. Dans ce numéro du 1, on a effectivement l'impression que cette rébellion, cette volonté de dire non est aussi une marque de notre époque. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ? Oui, c'est quelque chose que je ressens. Parce que je m'informe et je vois les chiffres. Je vois les chiffres de l'abstention qui augmentent depuis une quarantaine d'années. Je suis en sciences politiques, donc en plus, c'est des phénomènes qu'on a observés. Et les faits sont là, l'abstention augmente dans le pays. Et puis même les discours ambiants aussi le prouvent, le montrent qu'il y a une défiance de plus en plus grande et que les citoyens, en tant que citoyens, beaucoup de personnes ne croient plus au pouvoir des politiques de faire changer les choses. Sofiane, est-ce que c'est dans l'ADN français, cette volonté de réagir, de s'opposer ? Non, je ne pense pas que c'est dans l'ADN français, même si on a l'habitude d'être dans les rues, de participer. Je pense de participer justement pour défendre des valeurs dans la rue. Ça, c'est une spécialité française. Mais je pense ce qui est récent, c'est de remettre en question justement cette mobilisation et qu'en France, aujourd'hui, on se dise que la mobilisation ne servent plus à grand chose. Je pense que ça, c'est un phénomène qui est peut-être plutôt nouveau, car avant, par exemple, dans les années 20, c'est quelque chose qui marchait beaucoup plus. On pense évidemment à mai 68 quand même, Julien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Aussi. Voilà, il y a eu d'autres périodes de contestation. 2021 n'est pas la seule. Je voudrais me tourner vers Gisèle Pineau qui nous parle depuis la Guadeloupe en visioconférence et vous contribuez dans ce numéro à éclairer la situation effectivement dans les Antilles, la contestation qui a eu lieu ces dernières semaines sur fond de crise sanitaire. Mais vous l'évoquez comme simplement une toile de fond. Vous évoquez surtout la métropole arrogante qui considérerait les citoyens des Antilles comme des citoyens de seconde zone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette arrogance, en quoi elle se manifeste ? Bien sûr. La Guadeloupe et la France ont un lourd contentieux. Il y a un passif et il y a une actualité avec beaucoup d'affaires en cours. Il y a le problème de l'eau récurrent depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas d'eau au robinet. Il y a eu des malversations par le passé, un manque d'entretien des canalisations. Il y a ce problème du chlordécone qui gangrène la Guadeloupe. Les eaux sont contaminées, les nappes phréatiques sont contaminées, il y a des zones de pêche complètement interdites, les planteurs, les agriculteurs n'ont plus le droit dans certaines zones de la Guadeloupe de cultiver puisqu'il y a un empoisonnement général. Et surtout, il y a toute une population qui est atteinte d'un cancer de la prostate chez les hommes. Et on sait que c'est vraiment la conséquence de l'empoisonnement dû au chlordécone. Mais alors, c'est un texte assez noir.
Pardon, c'est un texte assez noir justement que vous signez. Est-ce que vous avez quand même des motifs d'optimisme là-dessus sur le dialogue entre la France et la métropole, l'Hexagone et les Antilles? Nous avons le sentiment d'être arrivés dans une impasse. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec ces terres contaminées? Qui sont les responsables? Ils n'ont jamais été désignés en fait. Alors, cette population qui est malade du diabète, il y a beaucoup de diabétiques en Guadeloupe. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, dans les yaourts qui sont consommés, eh bien, il y a plus de sucre qu'en France, qu'en métropole. Alors pourquoi? Les politiques, les députés ont voté une loi comme quoi on va baisser le sucre dans les yaourts en Guadeloupe, mais non, c'est toujours supérieur à ce qu'on offre au peuple, aux métropolitains. Alors, est-ce qu'il y a un espoir? Il y a des discussions, il y a des réunions qui sont en place maintenant. On va discuter. On propose à toute une frange de la jeunesse maintenant d'avoir des petits jobs. Mais je crois que le problème du Covid a été un élément déclencheur parce qu'on en a peut-être assez de cette situation, d'être dans une précarité. Des familles avec le Covid ont perdu leur emploi. Il y a des familles qui sont vraiment dans la misère maintenant aujourd'hui. La société guadeloupéenne connaît une jeunesse il y a une jeunesse qui cherche des emplois, qui cherche un emploi, des jeunes qui sont diplômés et qui ne trouvent pas d'emploi en Guadeloupe et qui sont obligés de partir. Il y a une jeunesse qui est dans la rue, une jeunesse qui est dans la délinquance et dans la drogue. Il faut le reconnaître, il faut l'avouer, il faut le dire haut et fort. Alors, est-ce qu'il y a un espoir? Oui. On va justement reparler de cette jeunesse guadeloupéenne. On va aussi reparler de l'abstention, mais puisqu'on évoque les différentes colères, on a reparlé de mai 68 également, remontons le fil du temps justement, on a compilé ces différentes colères de ces 2 dernières décennies, c'est un sujet préparé par Johan Jometa d'Angelo. C'était à l'automne 1995, les grèves les plus importantes que la France ait connues depuis mai 68 et des manifestations dans toutes les plus grandes villes du pays contre le plan Juppé. À l'appel des syndicats, la France entière s'arrête pour s'opposer au Premier ministre de l'époque, Alain Juppé, et de ses projets de réforme de la sécurité sociale, de la fonction publique et de la SNCF, jusqu'à ce que le gouvernement recule au bout d'un mois en faisant quelques concessions. En 2003, c'est au tour du groupe des faucheurs volontaires d'apparaître, porté par l'agriculteur José Bové pour s'opposer à la culture d'OGM en France. Des parcelles sont détruites illégalement par les faucheurs, et malgré les poursuites judiciaires, le mouvement persiste, soutenu par une majorité de Français de l'époque. 10 ans plus tard, le mouvement des bonnets rouges apparu en Bretagne s'oppose à l'instauration d'une taxe sur les poids lourds. Pendant 9 mois, des portiques à écotaxe sont vandalisés. Des syndicats se désolidarisent du mouvement, alors que les organisations patronales le soutiennent, jusqu'à la suspension de l'écotaxe par le gouvernement. En 2016, pendant 6 mois, des grèves et des manifestations sont organisées partout sur le territoire, en opposition à la loi travail du gouvernement de Manuel Valls. Des dépôts de carburant et des raffineries sont bloqués. Le mouvement Nuit debout occupe la place de la République et des violences éclatent entre manifestants et policiers. Fin 2018, débute le mouvement des Gilets jaunes en opposition aux taxes sur les carburants automobiles. Une contestation qui s'organise dans la rue, autour de péages et de ronds-points, en zone rurale comme en ville. Très vite, les revendications s'élargissent et le mouvement réclame davantage de soutien de l'État aux classes populaires. Les affrontements sont nombreux avec les forces de l'ordre. Des commerces sont saccagés et des manifestants sont sérieusement blessés. Des ONG dénoncent à cette époque un usage excessif de la force contre les manifestants. Enfin, depuis la mise en place du pass sanitaire en France en juin dernier et son extension jusqu'à juillet 2022, des manifestants défilent à nouveau dans la rue chaque samedi. Alors Céline Braconnier, je rappelle que vous êtes politiste et spécialiste de l'abstention. Est-ce que l'abstention, vous la rangez parmi les rébellions ? Pas forcément. Ne pas dire, ce n'est pas la même chose que dire. Descendre dans la rue pour revendiquer ou pour contester. S'abstenir, c'est ne pas se rendre, ne pas répondre à une injonction de participation de l'État. Donc ça peut signifier le refus de jouer le jeu de la démocratie représentative, mais ça peut aussi
plus généralement être le signe d'une distance aux institutions, qui peut être teintée de défiance, mais d'une distance, d'une organisation à côté. Voire d'une indifférence. Voire d'une indifférence, oui, très, très globalement. Donc l'abstention, ça renvoie à une très grande diversité d'attitudes à l'égard du système politique et à l'égard des institutions de façon générale. Une petite partie des abstentionnistes nourris renvoie à des populations qui, par ailleurs, s'expriment dans la rue. Parmi les Gilets jaunes, dont la sociologie est étudiée avec raison, parce que c'est le plus grand mouvement contestataire depuis mai 68. Parmi les Gilets jaunes, on sait très bien qu'il y a une forte partie de la population qui n'avait jamais voté, qui est recrutée. Donc il y avait convergence entre abstention et rébellion à ce moment-là. Enfin, il y avait En tout cas, l'abstention peut recouvrir une distance telle aux institutions que la façon de s'adresser au centre politique passe non pas par les urnes, mais par de la contestation, par de l'occupation de ronds-points ou des manifestations. On sait que l'abstention est très différente selon les scrutins. Est-ce que ça veut dire que certaines institutions sont mieux acceptées que d'autres? Comment ça s'explique? Alors, il est vrai que aujourd'hui, seule l'élection présidentielle parvient à mobiliser massivement la population, mais c'est un élément à prendre en compte dans l'analyse parce que quand on voit que l'élection présidentielle mobilise en gros 90% des gens qui peuvent voter facilement, ça dit quand même quelque chose sur l'acceptation de la démocratie représentative quand même de façon générale en France. Ce qui veut dire que les abstentionnistes des élections intermédiaires, qui sont beaucoup plus nombreux, depuis 2017, il y a qu'aux européennes qu'on a eu 50% de participation. Là, on est très en dessous pour les élections des deux dernières années. Les abstentionnistes des élections intermédiaires sont des gens qui ne sont pas assez mobilisés par la campagne électorale, qui comprennent pas les enjeux, qui refusent ou ne connaissent pas les offres politiques, mais qui pour autant ne sont pas opposés à une participation dans un contexte de présidentielle où il faut faire attention à bien avoir en tête le fait que les abstentionnistes des élections intermédiaires sont très largement des votants de la présidentielle. Maintenant, une petite part, c'est 15% en 2017, des gens qui ne votent pas du tout, ni pour les législatives, ni pour la présidentielle. C'est un peu plus que 10 ans auparavant. Donc cette part de ceux qui ne votent plus du tout tend à augmenter. Alors là, dans ce réservoir-là de gens qui ont rompu en quelque sorte leur lien habituel avec l'institution, il y a des possibilités d'expression autre de temps en temps qui peut fonctionner par explosion. Mais dans le mouvement des Gilets jaunes, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi cette forme d'intermittence. Il y a beaucoup de participants au mouvement des Gilets jaunes qui sont intervenus de façon très intensive au début et puis qui se sont retirés complètement. Et là, dont certains parfois participent de nouveau à des mouvements, le mouvement anti-vax par exemple, mais de façon très très ponctuelle, de façon très intermittente. Sofiane Bouabache, notre observateur citoyen, on vous retrouve. Je voudrais vous poser une question justement sur cette abstention. Est-ce que vous êtes dans la tranche d'âge qui vote peu? Est-ce que pour vous, c'est de la part de vous ou de vos camarades du même âge, c'est justement une indifférence, un manque de clarté des institutions, ou vous le voyez pour certains autour de vous comme plutôt une abstention de rejet des institutions? Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de rejets. Il y a beaucoup de rejets et madame soulignait quelque chose de très important, je pense, c'est cette défiance envers les institutions. Quand on voit l'augmentation qui augmente, c'est un constat qui est terrible pour un pays démocratique et c'est un réel phénomène. Il y a une défiance envers toutes nos institutions. Donc je pense aujourd'hui que la présidentielle qui s'ouvre peut être un moment justement où on remet les cartes sur la table et que chacun puisse réfléchir aux façons de faire société, un peu justement débattre, réfléchir sur nos institutions, sur comment on fait aujourd'hui pour rendre ça attrayant. Et ces débats-là, en tout cas, aujourd'hui, on ne les entend pas et ils n'existent pas. Donc justement, je pense que c'est des questions qu'on pourrait tous ensemble se poser. C'était sans doute les débats aussi qu'on avait à Nuit debout. Je me permets cette petite parenthèse. Ouais. Gisèle Pineau. Oui, Gisèle Pineau, vous nous parliez tout à l'heure justement de la jeunesse guadeloupéenne. Comment est-ce que cette jeunesse ressent aujourd'hui cette défiance par rapport aux institutions? Est-ce qu'elle est comparable à celle qu'on peut observer en métropole ou est-ce qu'il y a des facteurs aggravants? Je pense qu'il y a des facteurs aggravants parce que je parlais tout à l'heure des jeunes diplômés guadeloupéens qui sont obligés de s'exiler
Et quand ils voient qu'ils pourraient occuper des postes en Guadeloupe et que ces postes-là leur sont fermés, parce qu'il y a vraiment, il faut le dire, de jeunes qui sont recrutés, des jeunes métropolitains qui sont recrutés, qui occupent ces postes, c'est très difficile à vivre. On se dit, mais on a un pays, on veut vivre dans ce pays, et c'est impossible de vivre dans ce pays. Et puis, il y a une autre frange de la jeunesse qui, elle, est en échec scolaire, qui se retrouve avec des petits RSA, des petits jobs, qui est dans la rue. Il y a de la drogue, j'ai parlé de la drogue tout à l'heure, mais je peux parler aussi du crack, qui gangrène certains quartiers de Pointe-à-Pitre, des villes. Et d'ailleurs, dans chaque commune de la Guadeloupe, il y a des quartiers où les jeunes se retrouvent, ils vendent de la drogue, au vu et au sud de tout le monde. Alors, il y a une désespérance, je pourrais dire. Qu'est-ce qu'on a comme perspective? Qu'est-ce que nous, Guadeloupéens, aujourd'hui, offrons à cette jeunesse? Quelles sont les possibilités? On a l'impression d'être dans une impasse et que tout est fermé, tout est verrouillé. Alors, je ne sais pas si cette jeunesse peut se politiser, mais en tout cas, ils montrent là leur révolte, leur refus de cette société qui ne leur donne pas de place. Céciline Braconnier, il y a plusieurs explications pour expliquer ces rébellions, me semble-t-il. Il y en a une qui est institutionnelle, peut-être des institutions trop monarchisantes, trop centralisées. Et puis, il y a également une défiance vis-à-vis d'Emmanuel Macron, dont la légitimité de l'élection n'a cessé d'être contestée, comme s'il avait volé l'élection en 2017. Laquelle de ces pistes, parmi celles que je vous propose, vous semble juste ? Alors, ce qui me paraît évident, c'est que dans les formes de résistance qui s'expriment, parfois accompagnées de violence, il y a un besoin d'être écouté, qui s'exprime dans ces mouvements, d'être écouté par le centre politique. Demander à être écouté, c'est presque plus rassurant que l'indifférence très forte que peut alimenter une abstention de longue durée, parce que c'est encore manifester l'importance, encore accordée malgré la défiance à l'égard de l'État et des institutions. Donc ça, cette quête d'écoute et de respect, elle ressort de l'analyse de pas mal de mouvements, y compris celui des Gilets jaunes, qui, au-delà de contestations et de revendications très précises, manifestent le souhait exprimé par la population d'être entendu, d'être regardé dans ses difficultés et non pas méprisé. Mais néanmoins, le rôle des institutions, vous ne trouvez pas quand même on vit dans un État très centralisé et qu'il y avait aussi ça dans les Gilets jaunes, justement, quand même? La contestation de l'État très centralisateur, elle s'exprime y compris du côté des représentants des institutions locales, par exemple, dans les modes de gouvernance. Mais de là à faire le lien direct, il y a une contestation de la personnalité politique du président de la République dans certains des mouvements de contestation. Mais je crois que c'est beaucoup plus large que cela, que ça exprime une forme de désespérance et d'appel à être entendu. Quand j'ai écrit un livre avec Nona Meyer qui s'appelle Les Inaudibles, on s'attachait à rendre compte de la façon dont des populations très précaires avaient beaucoup de choses à dire, mais n'étaient pas entendues. Il y a un défaut d'écoute qui est évident. C'est vrai, mais en même temps, dans ces mouvements, on l'a vu chez les Gilets jaunes, on le voit encore avec les mouvements anti-pass sanitaire, il y a un refus d'avoir des porte-paroles. Alors, est-ce que ça veut dire que c'était une forme d'échec des organismes de médiation ? Alors, il y a le refus de se laisser en même temps attraper, mis dans des cadres, et puis avalé dans des mouvements institutionnalisés qui joueraient le jeu des institutions et qui dénatureraient finalement cette forme d'expression d'un malaise, d'une inquiétude, d'une attente d'écoute. Donc, ce refus de passer à des formes un peu qui pourraient pérenniser ce type de mouvement, c'est à la fois un échec parce que du coup on n'a pas de porte-parole et on a du mal à identifier qui il y a derrière et l'existence de ce mouvement en dehors des mouvements sporadiques d'expression dans la rue. Mais en même temps c'est une forme de réussite parce qu'on voit que derrière cette invisibilité du quotidien, il y a des formes de résurgence, notamment les réseaux sociaux et Facebook jouent un rôle extrêmement important pour continuer d'alimenter le
le potentiel d'expression contestataire qui parfois surgit dans la rue ou sur les ronds-points. Il y a un mouvement conspirationniste aussi qui est apparu ces derniers mois en France, c'est One Nation. C'est des gens qui veulent carrément s'exonérer de l'État, ne pas avoir de carte d'identité, ne pas voter, ne pas être tracé, refuser l'État. Donc là, on est dans le spectre de l'indifférence qui, selon vous, pourrait être plus dangereuse que ces rébellions face à l'institution? Non, le refus de l'État, ça renvoie au positionnement d'une toute petite minorité assez politisée finalement, voilà, qui a toujours existé et qui prend des formes différentes en fonction des périodes de l'histoire. Ce qui est plus marquant et plus propre à notre époque, c'est l'ampleur de l'indifférence à l'égard des institutions que traduit notamment l'abstention et qui peut alimenter des réservoirs de populations prêtes à s'exprimer d'une autre façon, à l'écart, à côté, en déconnexion avec notre démocratie représentative. Et c'est là où ça doit nous interpeller. Dernière question rapide. Le bulletin blanc ou nul, c'est une volonté de beaucoup de citoyens. Une façon de dire non autrement que par l'abstention, est-ce que ça pourrait être une façon de... C'est une façon plus claire de dire non que l'abstention. L'abstention, c'est ne pas y aller. Aller voter pour dire non, l'offre politique ne me convient pas, donc je mets un bulletin blanc, ça vous signifie que voilà, l'offre n'est pas adaptée. Voire écrire sur un papier non, comme le font un certain nombre de citoyens, en toute petite proportion, bien sûr que c'est une façon d'exprimer son refus de l'offre politique qui est beaucoup plus ouverte que le fait de ne pas se rendre aux urnes, qui peut renvoyer aussi à une forme d'indifférence et d'éloignement au monde institutionnel. Merci beaucoup Céline Braconnier d'être venue sur le plateau du 18-20. Merci à vous Gisèle Pineau depuis la Guadeloupe d'être intervenue pour nous parler de la situation aux Antilles. Et merci également à notre observateur citoyen ce soir, Sofiane Bouabache, étudiant à Nanterre, d'avoir été avec nous. Merci à vous Julien pour ce passionnant débat sur ces Français qui disent non. Tout de suite, place à la météo et on se retrouve juste après sur France Info.